Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'ultime croisade des évêques contre la flambée des violences dans les régions anglophones. 3 mois après le cri de détresse, ces dignitaires religieux catholiques exhortent les groupes armés séparatistes et le gouvernement à renoncer à la violence et la guerre comme mot de résolution des crises politiques et de revendications politiques sur le théâtre de la crise anglophone. Les évangiles de la paix et du dialogue sont désormais au centre des prières de la conférence épiscopale nationale. Elles ont tenu à faire entendre les voix ces communautés pygmées et bororo victimes de spoliation de leurs terres. Vous les écouterez dans ce journal évoquer la destruction de leur écosystème à l'occasion de la journée mondiale des peuples autochtones. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont désormais au Cameroun. Les 2 techniciens néerlandais doivent signer ce soir leur contrat avec l'équipe nationale de football. Ils sont désormais sélectionneurs, entraîneurs des Lions indomptables du Cameroun. Joël Essenge et Ike Cyril ont suivi les premiers pas de ces 2 techniciens néerlandais entre la FECAFOOT et le ministère des Sports. Reportage. Après son arrivée à 2h45 et son installation à l'hôtel Hilton de Yaoundé, Clarence Seedorf a eu le temps de mettre de nouveaux vêtements et de venir accueillir Patrick Kluivert. L'avion du coach adjoint des Lions indomptables du Cameroun a atterri à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène à 11h45. Aux côtés de Clarence Seedorf, pour l'accueil, le président et les autres membres du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Tout se passe au salon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Mais à l'extérieur, quelques supporters des Lions indomptables sont également venus vivre l'événement. Clarence Seedorf et Patrick Kluivert sont désormais tous les 2 au Cameroun. L'annonce du recrutement des 2 techniciens néerlandais comme entraîneur principal et entraîneur adjoint des Lions indomptables du Cameroun a été faite il y a quelques jours par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Précisons que Patrick Kluivert et Clarence Seedorf doivent signer ce soir leur contrat au ministère des Sports en présence du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Parlons à présent de ces communautés pygmées et bororo, victimes de spoliation de leurs terres. L'alerte est de la société civile. Elle déplore le fait que ces communautés minoritaires n'ont presque plus d'espace de vie pour pouvoir mener leurs activités de subsistance. Une telle injustice qui revient en surface en ce jour de célébration des peuples autochtones. Évocation avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansot. Pour les peuples de la forêt, à l'instar des pygmées, le quotidien n'est pas un long fleuve tranquille. Privés qu'ils sont constamment de leur principale ressource, qu'est la terre. C'est à peine s'ils ne se sentent pas locataires sur leur propre terrain. Là où l'Ombaka a sa maison, l'homme bantou entre encore derrière, à tel point qu'il n'a plus d'espace pour faire ses besoins. Tu as seulement ta case là. Nous sommes obligés d'aller loin en forêt chercher les espaces pour s'aimer. La situation n'est également guère reluisante pour les bororo. Il y a beaucoup de communautés de bororo qui vivent sur cette terre, mais ils n'ont pas les documents, les titres fonciers. Il y a les gros investissements qui viennent maintenant, ils investissent et ils sachent les communautés de bororo. Et ça nous crée beaucoup de problèmes parce qu'on n'a pas encore l'espace là où nous doit vivre comme on veut. C'est dire la difficulté qu'éprouvent les populations autochtones, dont l'implication dans la gouvernance foncière est quasiment inexistante. Les autochtones sont très attachés à leurs terres et aux ressources naturelles dont ils ont besoin pour assurer leur subsistance quotidienne. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a de nombreux acteurs
qui interviennent sur ces terres et sur ces ressources. Il y a l'État, il y a aujourd'hui les grands projets d'infrastructure, les grands investissements miniers, forestiers ou dans l'agro-industrie. Et donc tout cela a un impact sur les terres et sur les ressources naturelles. Les autochtones se trouvent progressivement marginalisés sur ces terres, dans la gestion de ces terres-là. C'est pour inverser la courbe actuelle et édifier les populations autochtones sur leurs droits que le Centre pour l'environnement et le développement les a réunis à Yaoundé, dans le cadre du projet LANCAM. Le paradoxe, c'est que ceux qui sont les plus demandeurs, les plus grands utilisateurs, les plus dépendants de la terre, sont ceux qui ont le moins de pouvoir dans la gestion de ces terres. Et d'un autre côté, on a aussi le fait qu'on n'a pas de standard, on n'a pas de règles en place pour arriver à s'assurer que les droits de ces communautés soient effectivement reconnus et protégés. Ils ont un mode de gestion qui est très différent du mode de gestion de la plus grande partie de la population. Vivement que la réforme foncière en cours aboutisse. Elle porte l'espoir de lendemains meilleurs, pas seulement pour les peuples autochtones, mais l'ensemble des Camerounais, dont on connaît les rapports avec la terre, source de nombreux conflits. 3 mois après le cri de détresse des évêques, leur appel à la médiation est resté inaudible sur le théâtre de la crise anglophone. La montée des violences meurtrières a provoqué la consternation de ces dignitaires religieux catholiques face à cette situation d'insécurité. Ils invitent les fidèles chrétiens, le gouvernement et les groupes armés séparatistes à renoncer à la violence et la guerre pour s'engager sur le chemin de la réconciliation, du dialogue et de la paix. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan. Le message des prélats catholiques apparaît comme une photographie de l'exacerbation actuelle des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les affrontements récurrents entre forces de sécurité et activistes séparatistes avec leurs corollaires sont précisément décrits. Certains villages se sont vidés de leur population, prise entre les bandes armées et les sécessionnistes qui sèment la terreur et les forces de défense nationale qui ont pour mission d'assurer l'ordre et la sécurité. Des violences qui coûtent la vie aux forces de sécurité et aux populations et n'épargnent pas les hommes d'église. La conférence épiscopale nationale du Cameroun rappelle l'assassinat le 20 juillet dernier du curé de la paroisse Sacré-Cœur de Bomaka dans la région du sud-ouest. Le crime survient à peine un an après l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Mbala, auquel s'ajoute une longue liste d'évêques et prêtres tués au Cameroun, rappelle l'Église catholique. Les évêques demandent l'ouverture d'une enquête en vue de sanctionner les meurtriers du curé de Bomaka. La conférence épiscopale nationale recuse la violence et la guerre comme mode de revendication politique et de résolution de la crise. Mais peu importe ses auteurs, la violence est rejetée par l'Église. Nous dénonçons et condamnons encore une fois de plus les actes de violence d'où qu'ils viennent, qui ne peuvent que susciter reprobation et indignation. Quelle solution donc à la crise qui s'enlise? La conférence épiscopale nationale du Cameroun réitère une proposition déjà faite le 16 mai dernier. Nous estimons qu'une médiation s'impose maintenant pour une sortie de crise. Épargnons notre pays, le Cameroun, d'une guerre inutile et sans fondement. Le message de 3 pages a été publié mardi au terme d'une session du Conseil permanent de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Et sur le théâtre de la crise anglophone, plusieurs administrations publiques sont désertes. Les agents de l'État ont fui ces violences meurtrières dans les différentes régions anglophones et le préfet de la Mémé somme ces agents publics de retourner à leur service. Il estime que la situation est assez stable, que le climat social et sécuritaire est désormais garanti par la présence des forces de sécurité. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Suite aux plaintes des usagers, des services publics du département de la Mémé, qui font face à l'absence des personnels et des responsables dans plusieurs délégations, le préfet de la Mémé, Chamberlain Toundon, a entrepris d'effectuer une descente inopinée. Ici, à la délégation départementale de l'agriculture et du développement rural, c'est un bâtiment fantôme que trouve le préfet. Les portes sont barricadées par l'ombre d'une arme. Les herbes ici n'ont visiblement pas été coupées depuis longtemps. Dans les autres délégations départementales, le préfet de la Mémé trouve certes des hommes et des femmes à leur poste, mais beaucoup sont absents, surtout les délégués départementaux. Si les justificatifs de ces absences n'étaient pas connus au passage du préfet, il faut signaler que plusieurs de ses collaborateurs ont souvent démontré leur crainte suite aux affrontements entre l'armée
et les sécessionnistes dans plusieurs localités de la Mémé. Mais pour le préfet Chamberlain Toundong, aucune absence non justifiée ne sera tolérée. Les populations se rendent dans ces bureaux, il n'y a personne. Les populations sollicitent des services personnels disponibles à s'occuper d'elles. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'y aller de façon inopinée sur environ 17 délégations départementales que nous avons ici dans le département de la Mémé. On a retrouvé à peu près 4 délégués disponibles. Ce que moi je trouve exagérément grave. Il est vrai que 2 ou 3 ont pris permission auprès du préfet que je suis, mais les autres qui ne l'ont pas fait et qui ne peuvent pas justifier leur absence au poste seront sanctionnés conformément à la loi. Face à cette situation, plusieurs habitants du département de la Mémé sont contraints d'aller dans d'autres villes pour accéder aux services publics. Considéré comme le cimetière des fonctionnaires, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative veut soigner son image. Joseph, les chefs de ce département ministériel, déroule les actions entreprises jusqu'ici pour améliorer la qualité du service public qui est désormais offert aux usagers camerounais. Évocation avec Joël Essengue et Ike Cyril. C'est une opération de charme que lance le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le MINFOPRA présente les stratégies mises en place pour accélérer le traitement des dossiers des usagers du service public. Afin d'éviter les déplacements à risque et parfois très onéreux générés par le suivi des dossiers et pour faciliter le renseignement de l'usager, nous avons institué par une note d'information datée du 17 avril 2018 un dispositif de renseignement, de collecte et de suivi des dossiers au sein des délégations régionales du MINFOPRA. Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que 9 régions sur les 10 que compte notre pays sont désormais connectées au réseau SIGIPES. Pour soigner une image davantage ternie par les lenteurs et lourdeurs administratives, le MINFOPRA veut d'abord régler la question de l'indiscipline dans ses rangs. Depuis janvier 2018, nous avons traité 4109 dossiers disciplinaires et de contentieux sur 4478 reçus. Il reste donc 369 dossiers en instance. Pour la plupart, c'est des agents publics qui ont été suspendus de solde. Pour la plupart, ils ont été suspendus de solde lorsqu'il y a 2 ou 3 ans, on a procédé à l'assainissement du fichier solde de l'État. Autre caillou dans la chaussure du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, c'est la question de la contractualisation des instituteurs vacataires. C'est un dossier très volumineux. À titre de rappel, je peux vous dire que par rapport à ces recrutements, il était prévu que l'État recrute 9000 instituteurs. Mais, comme vous savez, la demande est très forte. C'est ainsi que plus de 50 000 dossiers ont été déposés. Il a donc fallu faire le tri là-dedans. Il a fallu également s'assurer qu'il n'y a pas de dépassement d'âge, parce qu'il y a un âge qu'il ne faut pas avoir dépassé pour ce genre de cas. Alors, s'agissant précisément des 50 dont vous parlez, nous planchons là-dessus. Pour finir, le MINFOPRA, qui parle désormais d'une fonction publique de proximité, n'hésite pas à communiquer en mondovision ses contacts personnels. Les usagers non satisfaits par la prestation fournie par mes services ou qui sollicitent des clarifications sur leur situation administrative peuvent saisir directement le ministre par email et même par téléphone. Voici à cet effet mon adresse email: joseph.le@minfopra.gov.cm. Considéré comme le cimetière des fonctionnaires au Cameroun, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative veut redorer son blason. La série de communications initiée par Joseph Lé permettra-t-elle de convaincre les usagers du service public au Cameroun? Just wait and see. Restons à Yaoundé où le mouvement pour la renaissance du Cameroun a présenté un nouveau militant, ancien cadre politique du SDF, Célestin Diamène, qui dépose
ses valises au MRC, conseiller municipal à la commune de Douala-Première. Elle a été présentée ce jeudi au siège du MRC à Yaoundé. À quelques semaines de l'élection présidentielle, il affirme que le professeur Maurice Kamto, président du MRC et candidat à l'élection présidentielle, porte mieux les aspirations du peuple camerounais pour ce scrutin présidentiel. Je vous propose de l'écouter. Je ne vais pas insister sur mon ancienne formation politique. Vous savez, quand un bateau est ivre et qu'il coule, il faut, pour l'intérêt supérieur des passagers et même de l'équipage, changer de bateau. Et c'est parce que j'ai senti que le MRC est aux antipodes de cette conception des choses que j'ai dit, pour mon pays, au nom de mon pays, pour le bonheur de mon pays, il faut impérativement joindre ce bateau et accompagner cette dynamique. Le moment pour moi n'a pas été choisi par hasard. Parce que je pense que autant il faut nourrir et mûrir une décision, autant il faut choisir le bon timing pour que le message soit mieux perçu. Il faut constater que maintenant, ici et maintenant, la meilleure chance, comme on reproche d'être en campagne, peu importe, la meilleure chance pour porter ce changement, je le pense profondément, c'est le président Maurice Kamto. À la suite de cette démission de Célestin Djamène, le SDF a réagi. Ce parti politique a pris acte de cette décision de Célestin Djamène et affirme qu'aucune structure du SDF ne saurait être affectée par le départ de ce militant de base du SDF qui reste engagé dans sa conquête du pouvoir de la magistrature suprême avec son candidat Joshua aussi. Parlons à présent de la production de cacao qui est en nette progression au Cameroun. La transformation locale s'accentue et la qualité du cacao camerounais est de plus en plus appréciée sur le marché international. Cette présentation de la santé de la filière cacao a été faite lors de la 6e édition du Festi Cacao. Le ministre du Commerce en a profité pour encourager les différents acteurs de la filière à améliorer la production de cacao au Cameroun. Reportage Marcelin Gansop. C'est dans un contexte marqué par une réelle embellie que se tient la 6e édition de Festi Cacao. Ce n'est pas encore le bout du tunnel pour les producteurs, mais c'est déjà bien de voir se refermer progressivement la page de la crise qui a secoué la filière ces dernières années. En ce sens que les clignotants sont sinon au vert, du moins à l'orange, prêts à virer au vert. C'est ce message d'espoir, ce message d'optimisme, ce message de renouveau que je réitère aujourd'hui, qui se fonde sur des éléments factuels et prospectifs avérés. L'accroissement de la production qui tutoie désormais les 300 000 tonnes. La qualité retrouvée de notre cacao. À titre d'illustration, les quantités de fèves exportées en grade 1 sont passées entre les campagnes 2016-2017 et 2017-2018 de 1099 à 8933 tonnes, soit une augmentation de 713% d'une campagne à l'autre. Cette embellie est d'autant plus rassurante que la transformation locale du cacao a également marqué des points. Entre les campagnes 2016-2017 et 2017-2018, le niveau de la transformation locale du cacao camerounais a en effet connu un bond sans précédent, passant de 33 023 à 53 403 tonnes, avec en projection pour les 2-3 prochaines années, une capacité installée d'au moins 130 à 150 000 tonnes. Le marché national et sous-régional s'en trouvera stimulé et revigoré, porté par les campagnes promotionnelles de dégustation, à l'image de Festi Cacao, dont nous célébrons la 6e édition. La visite de la cinquantaine de stands dressés à l'hôtel de ville de Yaoundé confirme les efforts qui sont faits par les différents acteurs de la filière. Même s'il n'est aucunement question de dormir sur ses lauriers au regard des nombreux défis qui interpellent la filière. Le message d'espoir porté aujourd'hui par le gouvernement se fonde sur le changement de paradigme opéré par l'industrie de la transformation
et les artisans transformateurs. Ils se fondent aussi sur l'engagement résolu de la jeunesse à s'investir dans la filière, en portant haut l'étendard de l'excellence qualitative, qui se veut désormais la marque de fabrique de la filière cacaoyère camerounaise. Je vous engage à opérer une réelle révolution des mentalités. La terre ne trahit jamais. N'ayez pas peur de franchir le pas. Soyez les entrepreneurs agricoles dont le Cameroun a besoin. Vous le faites avec abnégation, avec détermination et avec méthode. Je vous dis bravo. La cacaoculture autrement, tel est le slogan qui encadre la 6e édition de Festi Cacao. La grande messe des acteurs d'une filière qui recrute de plus en plus les jeunes grâce au programme New Generation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Dans l'escale internationale en République démocratique du Congo, qui est l'oiseau rare du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, candidat du Front commun pour le Congo à l'élection présidentielle, est un fidèle Joseph Kabila appartenant à l'aile conservatrice de la majorité présidentielle au Congo-Kinshasa. Son profil est évoqué dans ce reportage que signe Eric Martial Ndjomo. Né en 1960 à Kabambari, dans la province du Maniema, Emmanuel Ramazani Shadary connaît un parcours scolaire et académique brillant, sanctionné par une licence en sciences politiques à l'université de Lubumbashi, puis un DEA dans la même filière à l'université de Kinshasa. Très jeune, il est militant de l'UDPS et est vite repéré par Laurent Désiré Kabila, alors président de la République, qui le nomme en 1997 vice-gouverneur de la province du Maniema et un an plus tard gouverneur de cette même province. À la naissance du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti au pouvoir, il fait partie des pères fondateurs. Fidèle parmi les fidèles du dernier carré de Joseph Kabila, il a occupé de nombreux postes ministériels depuis 2001, année de prise de pouvoir de Kabila après l'assassinat de son père et prédécesseur Laurent Désiré. Il était aussi jusque-là secrétaire permanent du parti au pouvoir. Sa fermeté et sa fidélité à Joseph Kabila lui ont valu des sanctions de l'Union européenne pour violation des droits de l'homme, lui qui en 2017 a ordonné la répression sanglante des marches anti-Kabila, ce qui lui vaut des surnoms tels M. Kosurkou ou encore M. Bulldozer. Député de la province du Maniema depuis 2006, il est le candidat de la coalition présidentielle baptisée Front commun pour le Congo. Il devra, pour remplacer Joseph Kabila à la tête de l'État, prendre le dessus sur des challengers tels Jean-Pierre Bemba ou Félix Tshisekedi et Vital Kimere. L'on parle de plus en plus d'une coalition de l'opposition contre Emmanuel Ramazani Shadary. L'élection présidentielle en République démocratique du Congo se déroulera le 23 décembre prochain. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, Serge Alain Autou et ses invités font le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Cédric Noufele, merci. Le MRC recrute Célestin Djamène. Et vous avez suivi ses motivations politiques à rejoindre cette nouvelle formation politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais aussi la réaction du SDF qui estime que c'est un non-événement, le départ d'un militant de base qui n'affecte en rien ces différentes structures du SDF, désormais engagées dans cette conquête du pouvoir au moment où l'un de ces militants quitte le bateau. Le préfet de la Mémé qui fait le tour des services publics à Kumba et promet des sanctions.